Siméon, j'en ai marre, on fait une pause. Non, c'est mort. Il nous reste 15 km à faire, non. Siméon, pause. Oh, j'ai dit non. Et moi j'ai dit pause. Pause. Ah bon, pause. chut. Ok, mais pas longtemps alors. Ah, enfin. Juste le temps de trouver quelque chose à me mettre sous le bec, ça repart. Odette, t'es sûre de cet endroit? Bah quoi? Je sais pas, elle a une drôle de couleur l'eau, non? Fuyez, pauvre fou. Ah, c'était quoi ça? Je sais pas, ça vient d'en bas, je crois. Pauvre fou. Partez. Oh, pauvre fou toi-même. Sors de là. Calme-toi, Odette, c'est peut-être un fantôme. Fantôme ou pas, d'où il me traite de pauvre fou celui-là? Et le taré précaire, montre-toi, je vais te bouffer. Je ne suis pas un fantôme. Je suis Émile, l'Émile de lépreux. Et je vous préviens, cet endroit est maudit. Maudit! Odette, faut qu'on parte, je veux pas rester là. Non mais calme-toi Siméon, d'où l'endroit est maudit. Maudit. Le diable a frappé ce lieu d'un mauvais sort. J'en étais sûr. Le diable hante ses bois, Odette. Mais non, Siméon, on fait pas des caisses, je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle. Bon Émile, raconte-nous exactement ce qu'il se passe. Il y a de cela longtemps maintenant, cet endroit était notre paradis. Mais une nuit, nous entendîmes un grondement lourd qui fit trembler la mare. Je sortis la tête de l'eau et c'est alors que je le vis. Le démon. Il versa une potion maléfique en grande quantité dans notre eau et puis... Oh, mais c'est pas une malédiction ça. Ça m'a tout l'air d'être un délit. Mais j'ai pas fini. Tu vois Siméon, pas besoin de t'inquiéter. À tous les coups, votre démon, c'est juste un abruti qui est venu polluer la mare. Ah, ouf. Enfin, pas ouf pour vous, hein. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Vous avez des droits, mon cher Émile. Des droits? Mais de quoi vous parlez? On va tout vous expliquer dans les moindres détails. Vous êtes entre de bonnes pattes. Bon, attaquons-nous à ce démon qui semble avoir commis un délit. Tout d'abord, un peu de base. Un délit, c'est quoi? Je vous pose la question. Alors déjà... C'est quoi un délit? Oui, je vous réponds. Donc, dans le droit pénal, il y a 3 catégories d'infractions qu'on établit en fonction de leur gravité. On va avoir les contraventions, qui sont les moins graves. Ça, c'est par exemple les prunes que tu te prends quand tu roules trop vite dans ton gros SUV qui crache de la merde. Et ça, c'est jugé auprès du tribunal de police. Ensuite, on a les délits. C'est les actes de gravité moyenne. Par exemple des vols, du harcèlement. C'est jugé auprès du tribunal correctionnel. Et enfin, on a les plus graves, les crimes. Ça, par exemple, c'est les meurtres. Et ce sera jugé par les cours d'assises ou les cours criminelles. Donc ici, on se pose la question des délits dans le droit pénal de l'environnement. Je vous pose la question. Alors, prenons des délits dans le droit pénal de l'environnement. Émile, va falloir être synchro avec nous. Sinon, ça va être très long. Donc, prenons des exemples. Il y a l'article L514-9 du Code de l'environnement. Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation ou l'enregistrement requis est puni d'1 an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. On l'avait vu dans le premier épisode de Cosa. Il y a ensuite l'article L415-3 du Code de l'environnement. Porter atteinte à une espèce protégée, 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, comme vu dans l'épisode 4. Ah d'ailleurs, Émile, sachez que les émiles lépreux font partie de la liste des reptiles et des amphibiens protégés. Ah oui? C'est gentil ça. Et pour notre cas précis, nous avons l'article L216-6 du Code de l'environnement. Jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de mer des substances polluantes, 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je me rends pas compte. Eh bien, Est-ce que c'est beaucoup? La synchro, Émile, la synchro... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont que des délits. Et que aucun crime ne prévoit de sanctionner une pollution. De plus, les sommes mentionnées sont des plafonds. Donc, quelle que soit la gravité de la pollution... Genre vraiment, même si elle est giga vénère... Eh bien, la peine ne pourra pas être plus élevée. Ah donc c'est pas beaucoup. Je suis triste. Et pire encore, Émile, pire que ça, peu importe si l'auteur savait pertinemment ce qu'il faisait en le faisant, ça n'a pas d'influence sur le jugement. Et histoire de compliquer encore plus les choses... C'est compliqué. Les délits de pollution sont à chaque fois spécifiques selon leur nature. On a un délit de pollution des eaux, un délit de pollution avec les déchets, un délit spécifiquement pour les espèces. Alors ça, c'est vraiment typique du droit de l'environnement. C'est tellement technique que personne ne peut tous les maîtriser.
Chaque délit a des conditions précises et propres pour être appliqué. Par exemple, un inspecteur capable de connaître et appliquer les délits de pollution de l'eau ne saura pas forcément comment s'applique le délit d'atteinte aux espèces protégées. Et c'est sans parler de certains trous béants. On n'a aucun délit de pollution de l'air, par exemple. Alors avec tout ça, on a un droit pénal qui, avant même d'être appliqué, part avec des handicaps. Il est dispersé, il est technique, il est lacunaire et en plus, il est limité à des délits. Ah mince, les textes sont dispersés, techniques, lacunaires. C'est dommage. Oui, c'est dommage. D'autant plus que jusqu'ici, on ne parle que de la théorie. Parce que le droit sur le papier, c'est une chose, mais il faut bien réaliser qu'il ne suffit pas que la règle soit écrite pour que le vrai monde de la réalité véritable s'en retrouve modifié. Et oui, un texte en droit, ça n'existe vraiment que si c'est appliqué. Sinon, c'est du vent. Et ça va jouer à plusieurs échelles. Déjà, on peut regarder qui constate ces infractions, qui signale, enquête et alerte sur ces pollutions. Dans la plupart des cas, ça va être le travail de la police et de la gendarmerie. Mais alors là, comme d'habitude, ce n'est pas si simple. Regardons un peu les chiffres. Dans le rapport du service statistique ministériel de la justice, on observe qu'entre 2015 et 2019, il y a eu 86 200 affaires de traitées qui concernaient l'environnement. Ça représente moins de 1% des affaires pénales générales. C'est donc très peu. 1%. C'est pas beaucoup. Et quand on va un peu plus dans le détail, on peut voir que sur ces affaires-là, 33% ont été constatées par la gendarmerie, 14% par la police. Je vous laisse faire les maths. 33%, 14%, ça fait 47%. Ça laisse une énorme part de vide. Au moins autant que dans tes yeux, Émile. Et qui remplit les 53% restants ? C'est vrai ça ? Qui ? Qui ? Mais je vais vous répondre. C'est rempli en majorité par des administrations spécialisées, qui vont avoir la mission spécifique de vérifier que le droit de l'environnement est appliqué. Comme par exemple l'inspection des installations classées, l'Office français de la biodiversité, etc. 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 Ça montre donc une autre particularité de notre droit de l'environnement, qui découle directement de ce qu'on a vu plus tôt. C'est un droit technique. Voilà, exactement. Pointu. Et oui. Lacunaire ? Voilà, Émile, on a compris. En sachant que les gendarmes et les policiers ne peuvent pas être des spécialistes de ce droit-là. Ils en ont déjà trop à faire. C'est donc surtout des spécialistes qui vont être capables d'observer ces infractions et d'en connaître les conditions d'application. En fonction des moyens humains et financiers de ces administrations, le droit sera donc plus ou moins bien appliqué. Et sur les dernières années, laissez-moi vous dire que ça a été plutôt une hécatombe en termes de ressources. Chaque année, on perd quasiment une centaine d'agents. Par exemple, aujourd'hui, à l'OFB, il ne reste que 2800, et ça pour tout le territoire français. Sachant que ça concerne la métropole, mais pas que. On compte aussi dedans les Outre-mer et tout le territoire maritime. Outre la mer, ça concerne les Outre-mer. Pas mal, Émile, pas mal. Non, pas toi, Émile. Pardonnez-moi. Continuez. En tout cas, quand on rapporte ça à la surface du pays, c'est comme si chaque agent devait à lui tout seul contrôler 200 km² de sol et 3800 km² de mer. Eh bah, il y a de quoi faire. Et par ricochet, ça amène à d'énormes difficultés pour appliquer ce droit pénal. Mais c'est pas la seule échelle où il y a des problèmes dans l'application de ce droit. Il y a aussi la question de comment la justice traite ces affaires. Quand on reprend notre rapport du ministère de la Justice, on a plein de chiffres intéressants. Entre 2015 et 2019, 103 553 auteurs auraient pu être poursuivis pénalement pour des atteintes à l'environnement. Ça veut dire qu'ils avaient commis un des délits dont on a parlé plus tôt. Dans 28% des cas, les affaires ont été classées sans suite. On a laissé couler l'affaire parce que soit l'identification était compliquée, soit les preuves pas forcément là. Et parfois, c'est même encore plus nul. C'est vu comme n'étant que des atteintes à l'environnement, c'est que la nature, donc c'est pas si grave après tout. Ah oui, c'est nul. Dans les 76,4% des cas restants, on va avoir une procédure alternative. On évite d'aller jusqu'au jugement. On aura un rappel à la loi, une régularisation ou un stage de sensibilisation. Au final, la poursuite devant un juge ne sera engagée que dans 23,6% des cas. Ce qui est quand même relativement faible. En moyenne, dans les autres domaines, ça monte à 36,4%. Mais encore une fois, ce ne sont que des atteintes à l'environnement. Ce n'est pas si grave. Mais c'est pas fini! Ça continue. Dans ces 23,6% des gens poursuivis pour avoir commis un délit, seuls 17% des cas mèneront à une condamnation de prison, alors que c'est prévu pour tous. Et puis même en allant encore plus loin, seul un tiers seront condamnés à de la prison ferme. Les 2 tiers prennent du sursis. Après, l'idée de l'utilité et la pertinence d'une peine de prison, c'est bien sûr discutable et sujet à débat. Mais ici, ce que l'on veut montrer, c'est que les atteintes à l'environnement sont très mal et peu sanctionnées. Et tout ça sur le fondement de plusieurs délits qui sont éparpillés, techniques, compliqués à appliquer. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Je vous le demande. Ah, pas mal la synchro, Émile, bien joué. Eh bien, il y a plusieurs Merci. points. Beaucoup? Il y a plusieurs points qui pourraient être accessibles et atteignables avec un petit peu de volonté politique. Même pas trop, hein. Juste un petit peu de volonté politique. Et on va les développer. Déjà, on pourrait mettre en place un délit de mise en danger grave et délibéré de l'environnement. Alors, on ne sort pas ça de notre petite cervelle d'oiseau, hein. C'est ce que propose un rapport de 2019 intitulé « Une justice pour l'environnement ». L'idée, c'est que dans le droit actuel, ce qui est sanctionné, c'est d'atteindre à l'environnement. Mais ça n'a rien d'illégal de le mettre en danger. Prenons un exemple simple et parfaitement aléatoire. Imaginons, je sais pas, un bateau qui s'appellerait l'Erika et qui transporterait du pétrole. Cela me semble pas aléatoire. Bon, imaginons que ce bateau soit dans un état dégueulasse. Genre c'est un rafio tout pourrave, mais qui transporte quand même des hectolitres de pétrole. Le truc menace de couler et d'en foutre partout à tout moment. Mais coup de bol, la mer est calme, le capitaine sobre, le bateau va de son point A à son point B sans encombre. Phew. Pour autant, est-ce que c'est vraiment acceptable de laisser un tel bateau qui crée un énorme risque d'atteinte pour l'environnement parce que l'accident n'est juste pas arrivé? On pose la question, mais vous vous doutez bien que la réponse est non. Absolument pas. Réfléchissez, enfin. Il faudrait donc prévoir une sanction, un délit, pour les actes de mise en danger de notre environnement. Peu importe que l'atteinte se produise ou non, prendre un tel risque ne doit pas être acceptable. Nous ne l'acceptons pas. Mais miracle, la nouvelle loi climat crée un délit de mise en danger de l'environnement à son article 67. Ah bah voilà, c'est très bien. Eh ben non, désolé de casser l'ambiance, mais c'est un non. Oh, zut. En fait, déjà, le premier problème de cet article, c'est qu'il conditionne cette mise en danger à un effet durable, qu'il faudra donc démontrer. Et par durable, ils entendent exactement 7 ans. C'est super limitant. À titre d'exemple, la justice a considéré que la marée noire causée par l'Erika en Bretagne... Ah, c'était donc bien du sarcasme. Il a provoqué une marée noire, ce bateau pourri. Et les effets de cette marée noire sur la nature, ils ont été estimés à 2 ans. Ah, c'est catastrophique, hein? Mais catastrophique seulement pour 2 ans. Ensuite, le deuxième problème, c'est que ça concerne un nombre de domaines limité. Le transport de marchandises dangereuses, les installations classées et les déchets. Ça continue donc dans l'éparpillement du droit pénal de l'environnement. Ça le rend encore plus difficile à appliquer et toujours moins lisible. Et c'est pas possible de simplifier tout ça? Une piste intéressante serait de mettre en place un délit qui engloberait tous les milieux et toutes les pollutions différentes. Pour ne pas avoir à aller piocher dans chaque domaine. L'idée, ce serait que toute destruction, dégradation ou détérioration grave d'éléments de la biosphère serait rendue illégale, ce serait un délit. Ça permettrait vraiment de simplifier le droit pour le rendre beaucoup plus efficace et pallier aux problèmes d'application qu'on a vus plus tôt. Et tiens, miracle à nouveau, la loi climat qui vient de passer prévoit une peine de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende le fait d'exposer directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable. Ah, mais c'est super ça. Eh ben non, Émile, toujours pas. Déjà, on peut voir que la qualité de l'air, on la fout à la benne. Mais en plus, on retrouve le critère de la durabilité. Ça ne s'appliquera que si l'atteinte vient défoncer l'environnement sur 7 ans. C'est énorme comme critère et ça le rend vraiment très compliqué à appliquer. Et pour le démon? Ah, pour le démon, mon cher Émile, ça risque d'être un peu compliqué. Surtout au vu des moyens actuels. Ah mince, je suis triste. Déjà que je suis seul maintenant, je suis seul et triste. Mais dites pas ça, mon cher Émile, je suis sûr que vous devez avoir plein d'autres amis émis de lépreuse. Bah non, ils sont tous morts. Hein? Quoi? Tous morts. Ah, mais comment ça, ils sont tous morts? Tous? Mais c'était quoi dans ce foutu bidon? Je sais pas, mais il y en avait beaucoup. Beaucoup comment, en termes de bidon? Bah c'était un seul à la fois, mais il recommençait. Semaine après semaine. Pendant des années. Mais attendez, c'est pas la même histoire du tout. C'est super grave. Mais si ça se trouve, c'est même pas une personne isolée à cette quantité. Est-ce que tu sais s'il a laissé une trace quelque part? Pas vraiment. Mais une fois on a voulu l'arrêter. On a réussi à le faire tomber, ça a pas suffi. Mais il a fait tomber quelque chose. Attendez-moi là. Odette, est-ce que tu penses qu'à ce niveau-là, ça pourrait être... Un écocide! Mais oui. C'est sûrement complètement inutile. Émile, un badge! Mais c'est parfait! C'est la preuve que le démon n'était pas qu'un individu isolé. Il travaille pour une entreprise nommée Monsantor. Et vous nous avez dit que toutes les autres émis de lépreuses de cette zone humide sont mortes. Pas que ici. Ces derniers temps, j'ai parcouru d'autres points d'eau, à la recherche d'autres émides. J'ai remonté les estuaires, mais j'ai croisé personne. Et vous nous le dites que maintenant? Je m'apprêtais à vous le dire, mais vous Oh m'avez... là là, Siméon, c'est horrible! Je crois que c'est un vrai cas d'écocide. Ah oui, je crois bien.
Un écocide? C'est quoi un écocide? Alors c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, mais il va falloir s'accrocher, mon pauvre Émile. D'accord. Non mais pas littéralement, Émile. C'est juste que c'est un vaste sujet. Ah, d'accord. Ok. Imaginons que l'on cherche à faire condamner à leur juste mesure ces fumiers de Mont-Centaure. Et ici, on ne parle pas de Michou qui jette son mégot par terre. Non, non, même si c'est pas bien du tout et juridiquement condamnable. Non, là, on parle d'un truc énorme. Là, on parle d'une pollution tellement grave qu'on a mis un mot dessus et qui peu à peu prend de plus en plus de place dans le débat médiatique. Ce sont des écocides. Ici, on essaie de dépasser le simple délit. Mais le mot écocide, ça vient d'où? Bonne question, Émile. Il faut qu'on précise un peu le terme, parce que en droit, comme vous le savez, les mots ont une importance capitale. Je le savais. Remontons dans le temps, à une douce époque chaleureuse, la guerre du Vietnam. Pendant cette guerre, l'armée américaine a déployé un nouveau type d'arme, nommé délicatement les herbicides arc-en-ciel. Merveilleux nom, n'est-ce pas? Ainsi, des agents de toutes les couleurs sont répandus par avion dans des quantités complètement frappadingues. Le plus connu est l'agent orange. Son objectif, niquer la forêt, les mangroves, les cultures, les populations, histoire de mettre une petite pression complètement démesurée et, de surcroît, inefficace. Avançons un peu. Ces produits développés par Monsanto et Dow Chemicals ont soulevé une vive opposition. En 1970, Arthur Galston, un éminent botaniste, proposera un accord international pour bannir l'écocide, la destruction volontaire de l'environnement. Et c'est ainsi que ce mot naquit, dans les flammes de la guerre du Vietnam, dans l'ombre des centaines de milliers de victimes potentielles d'une des plus tragiques inventions de l'humanité. Ce mot est donc un peu chargé historiquement. Mais qu'en est-il de son étymologie? Le mot écocide, ça vient du grec oikos, c'est la maison, mais pas juste la baraque, c'est le lieu et la famille ensemble, le foyer. Kaedere, ça veut dire tuer, c'est-à-dire... Bon, pas besoin d'expliquer. Un écocide, c'est donc tuer la maison. Pas mal, Bravo Émile! Dans le mille et mille. La gravité historique et étymologique qui découle de ce mot induit nécessairement que l'écocide soit un crime. Qui, comme on l'a vu, est la forme la plus grave de l'infraction après le délit et la contravention. Et un crime, ça a quelques particularités importantes qu'il convient de connaître avant de continuer. En droit pénal français, pour caractériser une infraction, il faut que soient présents certains types d'éléments. Et plus la peine est lourde, plus ces éléments doivent être forts. On a tout d'abord l'élément matériel. C'est le dommage, le fait, qui a été commis en tant que tel. C'est un rétroviseur cassé, un cours d'eau pollué, quelque chose de volé, quelqu'un de tué. Plus cet élément matériel est grave, plus on voudra infliger une condamnation forte. Logique. Et il y a un second élément, l'élément moral, qu'on appelle aussi élément intentionnel. C'est le fait d'avoir commis l'acte volontairement, intentionnellement. Mais il n'y a pas d'un côté les actes intentionnels et de l'autre ceux non intentionnels. Cet élément s'apprécie sur une échelle. On va regarder si la personne était consciente, si elle connaissait toutes les conséquences qui allaient découler de son acte ou non. Autant pour les infractions les plus basses, cet élément moral, c'est pas nécessaire de le prouver. Autant pour un crime, c'est incontournable. Un crime, ce n'est en aucun cas quelque chose que l'on pourrait commettre par hasard ou sans faire exprès. Revenons à notre écocide. L'échelle de gravité qui réside au sein même de son nom implique qu'on l'utilise pour parler d'un crime, pour pouvoir le punir à la mesure de l'atteinte faite. Le revers de la médaille, c'est qu'on se retrouve à avoir un élément intentionnel fort et qu'il va falloir le prouver pour que l'écocide soit retenu. Et en même temps, heureusement, ça s'appelle une justice bien faite. Sauf qu'en termes de pollution, c'est très compliqué de prouver qu'une personne, une entreprise, savait pertinemment ce qu'elle faisait au moment de commettre la pollution. C'est extrêmement délicat. C'est délicat de condamner la brutalité. La bataille pour reconnaître l'écocide comme un crime, elle ne date pas d'hier et elle se joue sur plusieurs niveaux. Au niveau international, plusieurs ONG Comme par exemple Stop Ecocide and End Ecocide on Earth. militent pour que l'écocide soit reconnu comme un crime par la Cour pénale internationale. Cette Cour pénale internationale, pour faire vite, c'est une cour qui juge des individus accusés de trucs très très graves. Elle est compétente pour juger les plus grands crimes. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. L'idée, c'est que ces comportements sont si graves que les États se sont mis d'accord pour dire que, peu importe le pays et la loi applicable sur place, ces crimes-là doivent pouvoir être jugés en toutes circonstances par des juges internationaux. Sa particularité, c'est que seulement des individus peuvent être condamnés. Et ça, c'est déjà une première limite pour l'écocide. Une entreprise, un État, c'est une personne morale. Et à ce titre, ils ne sont pas des justiciables pour la Cour pénale internationale. Une personne morale. C'est quoi une personne morale? Ah oui, pardon. Peut-être qu'un rapide petit point s'impose. On différencie 4 types de personnes, juridiquement parlant. Il y a les personnes physiques privées, C'est-à-dire les individus. les personnes physiques publiques, Par exemple, un policier en exercice, les personnes morales privées les entreprises,
et les personnes morales publiques. L'État. Ah, merci. C'est beaucoup plus clair maintenant. L'idée de ces ONG, c'est d'ajouter l'écocide à la liste des crimes prévus par la Cour pénale internationale. Ça paraît simple, mais dans la pratique, c'est extrêmement compliqué. La Cour pénale internationale, c'est un traité. Et pour le modifier, il faut que chaque État le ratifie de nouveau. Et ici, on parle pas d'un petit traité, c'est 123 pays qui se sont mis d'accord. On a donc ici l'obstacle principal à la reconnaissance de l'écocide. Il va falloir convaincre chacun des 123 États de modifier le traité. Et il faut un consensus total. Parce qu'on ne peut pas contraindre un État à ratifier un traité. Ce serait remettre en question sa souveraineté. Ah, ok. Donc c'est pas tout de suite qu'on parlera d'écocide pour moi. Eh bien, détrompe-toi, Émile. Dans le cas de la France, quelque chose de très intéressant a été mis en place cette année. La Convention citoyenne pour le climat. 150 personnes tirées au sort qui étaient chargées de produire des propositions politiques, de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. L'une de leurs propositions était de mettre en place ce fameux crime d'écocide. Ah, bah voilà. Mon centaure ne perd rien pour attendre alors. Je suis content. Voilà, tout doux, Émile. Cette proposition a amené beaucoup de questions avec elle. Et ce qui est intéressant avec cette convention, c'est que comme à chaque fois, ils ont poussé le raisonnement le plus loin possible. Ok, donc on veut en faire un crime, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en fait un crime? Ça veut dire que la sanction sera forte proportionnellement aux faits commis. Mais comment le juge fera pour savoir que c'est suffisamment grave? C'est quoi une pollution grave, majeure ou même massive? Comment on fait pour le déterminer concrètement? Eh bien, la Convention citoyenne pour le climat a proposé une idée extrêmement pertinente. Utiliser le concept de limite planétaire. Mais alors je vais vous le demander. C'est quoi les limites planétaires? Eh bien, nous allons te répondre. Les limites planétaires, Émile, ce sont 8 fonctionnements terrestres qui, s'ils venaient à être dérégulés, nous feraient basculer dans l'incertitude, dans l'instabilité, dans une situation qui serait incontrôlable. On y trouve le changement climatique, mais pas seulement. Il y a aussi l'érosion de la biodiversité, La perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, l'artificialisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, la diminution de la couche d'ozone l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. et l'introduction de matières polluantes dans l'écosystème. Ainsi, leur proposition de crime d'écocide se définit comme toute action ayant causé un dommage écologique grave, consistant en un dépassement manifeste et non négligeable d'au moins une des limites planétaires, et dont l'auteur savait ou aurait dû savoir qu'il existait une haute probabilité de ce dépassement. Dans ces cas-là, les pollueurs risqueraient jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. 10 millions d'euros. Là, on parle! Au moins, c'est radical. Mais une question se pose dans la continuité. Est-ce qu'on connaît suffisamment ces limites pour faire des seuils qui, une fois franchis, permettraient de caractériser un écocide? Est-ce qu'on peut décider de punir sévèrement quelqu'un de 20 ans d'emprisonnement avec des preuves scientifiques qui sont imparfaites? Pour répondre à cela, la Convention citoyenne pour le climat a proposé quelque chose de très pertinent pour définir ces limites planétaires. Décidément, ils ont vraiment pensé à tout. Ça, c'est sûr. Bravo. Oui, bravo aux citoyens. Ils proposent donc de mettre en place une haute autorité aux limites planétaires, qui serait constituée de 10 experts indépendants pour chacune d'entre elles. Et qui, à intervalles réguliers, aurait pour mission de fixer des seuils au-delà desquels ce serait une atteinte grave à cet équilibre. On aurait donc des seuils adaptés, mouvants, qui seraient ensuite consolidés par le droit. Ça me semble super. Je suis enthousiaste. Ah là, mon pauvre Émile. Je vais une fois encore devoir te faire un peu de peine. Au moment de passer la loi climat, le gouvernement a refusé de le reconnaître comme un crime et a décidé D'en faire un délit. Juste un tout petit délit. Comme le délit d'atteinte générale, mais un petit peu plus intentionnel, voilà. C'est éco-sidérant. Et mon centaure dans tout ça? Ne t'inquiète pas. Le jour viendra où ils vont se faire plumer comme il se doit. Bon, Odette, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le laisser là. Regarde-le, là, le petit, il est tellement perdu. Non mais t'as raison. Et on n'est pas des humains quand même. On va l'aider à chercher les autres émides. Je suis sûre et certaine que quelque part, d'autres petits yeux vides se promènent. En tout cas, démon ou pas, vous êtes de bien braves personnages. Merci pour tout. Et voyons, ce n'est rien, mon cher Émile. Vous savez, nous ne faisons que notre travail. Et d'ailleurs, si notre travail vous plaît, soutenez-nous par des likes, des cloches, des abonnements et même du partage si le cœur vous en dit. Cool le partage. Si seulement j'avais des amis avec qui partager, mais
Ils sont tous morts.